Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurent. Bonjour José et bonjour à tous et à toutes. Donc, dans cette émission qui était évidemment dédiée donc dans cette porte ouverte, Laurent, tu vas nous exposer, je dirais, une créature. Alors, pour le coup, qui fait partie de toute, je dirais, toute la mythologie et tous les classiques d'ailleurs de l'ufologie, le fameux Chupacabra. Mais pour ce faire et avant d'aller plus loin, pour les gens qui ne te connaissent pas, si tu pourrais te décrire, Laurent. Tu le ferais comment finalement? 1m96 et 125 kilos à peu près. Donc, moi, mon nom, c'est Laurent Saint-Pierre. Donc, j'ai travaillé dans divers domaines qui n'avaient absolument rien à voir au départ avec l'ufologie ou la créature du Chupacabra. Mais je suis quelqu'un qui m'intéresse à tout, et notamment aux phénomènes surnaturels, donc les ovnis. Et donc, Chupacabra fait partie, bien entendu. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire avec José, avec toi, une vidéo consacrée à ce mythe, ce folklore de l'Amérique du Sud qui est le Chupacabra. Bien sûr, et c'est vrai que bon, on n'aurait même pas assez d'une émission pour pouvoir tout raconter quelque part. Mais nous allons essayer évidemment d'être le plus concis possible. Et je pourrais aussi rajouter à pour te donner une description. Tu es ancien aussi chroniqueur de Miasme TV en tant que chroniqueur littéraire ufologique aussi. Tu l'as été, je crois Oui, aussi. j'ai été pendant quelques semaines chroniqueur littéraire sur Miasme TV. Malheureusement, des problèmes personnels ont fait que j'ai dû stopper l'émission pour des raisons de santé qui concernaient mon papa. Donc, je m'en excuse auprès d'Antoine et de Sylvano. Je pense qu'ils ont compris que je ne pouvais pas continuer plus loin, vu les soucis que j'avais à m'occuper de mon père étant fils unique. Effectivement. Bien sûr, et donc évidemment la vie c'est pas toujours comme on voudrait que ce soit, effectivement, Laurent. Mais bon, ce qui t'a quand même permis de, je dirais, d'avoir une certaine assise et un appui et de continuer d'ailleurs tes recherches finalement, puisque tu te considères comme chercheur de vérité ou bien un autre superlatif finalement encore là encore, Laurent, pour toi. Chercheur de vérité, dans la mesure où je me pose beaucoup de questions sur notre création, sur le monde qui nous entoure, évidemment, on peut se considérer comme un chercheur de vérité, bien que la vérité est très dure à approcher. On peut la contourner, on peut essayer de l'attraper, mais à chaque fois, elle s'envole. Une porte s'ouvre, une autre se ferme. Je suis un curieux par nature et je me pose énormément beaucoup de questions sur de divers sujets qui vont de l'archéologie mystérieuse, la création de l'être humain, aux apparitions d'ovnis et ce soir au Chupacabra. Donc, Laurent, sans vraiment aller plus loin dans cet exposé évident que tu vas nous présenter dans cette émission, moi, j'ai une première question. Finalement, même si j'ai ma petite idée, que nous allons peut-être partager ensemble, qui sait, finalement, Lolo, qu'est-ce que le Chupacabra dans sa description, évidemment? Le Chupacabra, c'est un être que l'on peut considérer comme un hybride qui ressemblerait à un chien, à peu près 1,62 m de haut et 80 kg, au poil noir très dru. Ce Chupacabra, il a la particularité de faire de nombreuses victimes au niveau des animaux de ferme, hein, tout ce qui est volatile, et ovins et bovins. Donc, il évite de leur sang, d'où son surnom de suceur de chèvre. Oui, c'est ça, en fait, pour les gens qui ne savent pas, ils les vident littéralement de leur sang. Ah, C'est il n'y a clair et pas net. une goutte de sang. Vraiment, hein. Alors, pour toi, sans aller plus loin, Laurent, finalement, ils l'évitent de leur sang pour récupérer le sang, à la manière d'une exomutilation ou d'une mutilation de bétail, hein, évidente, ou ils l'évitent de son sang pour, à des fins de malnutrition, j'allais dire. Alors, est-ce qu'il se sert de ce sang-là pour pouvoir survivre, comme tel un vampire doit le faire? Est-ce qu'il se sert de ce sang pour le stocker et ensuite en faire ce qu'il doit en faire pour des manipulations génétiques? Ça, on ne le sait pas. Parce que les témoignages n'ont pas été jusque-là, les expériences qui ont pu être menées sur le terrain n'ont pas pu prouver à quoi servait ce sang. Pour le moment, c'est une mutilation de bétail pure et simple. Le chupacabra tue. Est-ce qu'il tue pour se nourrir? Est-ce qu'il tue par plaisir? Ça, aucun scientifique ne serait capable de le dire. Bien sûr. Et c'est vrai que dans sa description, c'est quand même, je dirais, on ne parle pas d'un petit chat sauvage, là, on est bien d'accord, hein, Laurent. On parle vraiment d'une créature, déjà une créature, comme tu l'as souligné, et ce que je pense fortement aussi, hybride, et évidente, hein, pour le coup, puisque Oui. elle est toujours, même avant et après, observée, et même pendant, à côté de phénomènes qu'on peut considérer ovni, hein, ufologiques. Hein.
Phénomène surnaturel. La plupart des témoignages des gens qui ont observé des chupacabras, que ce soit seuls ou en groupe, les gens, la veille ou peut-être même quelques heures avant, avaient observé un phénomène ovni. Bien souvent, oui. Oui, effectivement, et c'est vrai que là où cette créature, j'allais dire, est vraiment étrange, dans le but qu'on vient d'évoquer juste avant, mais c'est vrai que c'est une bête aussi, je crois savoir, bon, sans aller tout de suite dans les témoignages, mais c'est vrai que dans 80% des cas, on lui alloue une force, je dirais, destructrice. C'est quelque chose qui est capable de faire aussi des bons, hein, c'est ça, hein, Laurent, c'est étonnant. La plupart des témoignages de personnes qui ont observé les chupacabras ont témoigné effectivement qu'elles se déplaçaient en faisant des bonds tel un kangourou. Certains même l'auraient vu voler et elle ressemblerait en l'air, se déplacerait un petit peu à l'aveugle comme une chauve-souris, effectivement. Étonnant, encore étonnant, toujours étonnant dans ce cas de figure, puisque finalement, c'est ne pas sans nous rappeler, nous, en tant qu'ufologues, Laurent, le fameux cas du Mothman. Cette fameuse créature plus ou moins, je dirais, sombre, avec des ailes qui a été aperçue aux États-Unis. C'est vrai aussi quelque part. Effectivement, on peut aussi la comparer à l'homme papillon. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'homme papillon. C'est ce que je viens de te dire, en fait, Laurent. Voilà, l'homme papillon, je ne connaissais pas le nom que tu avais. Le Mothman, apparemment. Voilà, donc, d'ailleurs, et excuse-moi de te couper, d'ailleurs, un film qui avait été repris d'ailleurs à ce sujet, c'était avec La prophétie des ombres, exactement avec Richard Gere qu'on voit là aussi. Tiré d'une histoire vraie qui s'est passée à Pleasant Point aux États-Unis, qui a fait de nombreux morts. Hein. Tout à fait. Oui. Et effectivement, on peut la comparer à cet être un petit peu hybride, avec des ailes noires qui ressemblerait à un démon quelque part. Hein. Oui, quelque chose de toute façon, la plupart des cas, oui, c'est vrai, cette créature est observée à des fins, comme tu viens de le dire, elle pique quand même le sang de certains animaux. Donc d'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller, tu le sais, à Porto Rico, hein, et c'est vrai que je dirais le mythe est né là-bas, hein, le mythe de Chupacabra. Le mythe du Chupacabra est né au début des années 1992, effectivement, comme tu le dis, dans le sud dans l'Amérique latine, à Porto Rico, Mexique, Argentine, Chili, Panama. Dans tous ces endroits-là, il y a des phénomènes d'apparition d'El Chupacabra. C'est un folklore sud-américain. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'est un folklore sud-américain. Et d'ailleurs, c'est une créature qui ne fait pas partie que du folklore ni d'une légende urbaine, puisque apparemment, selon toujours certaines sources évidentes, elle continuerait toujours à sévir. Hein. Il y a toujours des cas de Chupacabra. Depuis 1992, le dernier cas remonte en 2015, où même une équipe de scientifiques avec des ufologues et des scientifiques, des laborantins et des journalistes, dont l'un était écossais, se sont déplacés dans les pays tels que Porto Rico, au Panama, au Mexique, au Portugal aussi, en Europe, voir sur le terrain à quoi pouvait ressembler le Chupacabra. Alors, on a envie de dire ils sont revenus chou blanc parce qu'ils n'ont pas eu, à part des témoignages verbaux, et d'avoir vu ces bêtes mutilées et vidées de leur sang, et vidées de leurs entrailles aussi, hein, on a oublié de le dire. Elles sont aussi, la plupart du temps, vidées de leurs entrailles. Bah, étonnant. Donc, il n'y a pas eu vraiment de contact direct. Une chose étrange quand même, ces scientifiques-là sont allés parler à une personne à Porto Rico qui leur a présenté une tête coupée. Cette tête était la tête du Chupacabra. Une femme qui avait réussi à se battre avec un Chupacabra pour protéger ses volatiles. Et elle lui aurait coupé la tête. Cette tête a été envoyée dans un laboratoire à fin d'expertise. Et les scientifiques se sont rendus compte que la tête du Chupacabra n'est jamais, mais alors jamais arrivée au laboratoire. D'accord. On ne sait pas où elle est passée. C'est un mystère. Mais je vois un peu de quoi il en retourne. Finalement, j'allais dire encore un cas classique de disparition encore plus ou moins mystérieuse pour le coup, cher ami. Mais c'est vrai que étonnant. Étonnant, très étonnant. Donc, Laurent, dans toute finalement, dans ce classicisme de l'ufologie qui est le Chupacabra, tu vas nous exposer déjà un cas qui t'a quand même, je dirais, sauté aux yeux dans le sens où assez choquant, c'est ça le premier cas. Hein, Ah ben oui, la première avant 92 où ça a été médiatiquement reconnu. En 75, une mutilation de bétail qui fut d'abord localisée autour d'un petit village de Moca à Porto Rico. Ils furent signalés en d'autres endroits de l'île aussi, mais plus précisément Moca, où les animaux avaient été vidés de leur sang par une série d'incisions circulaires nettes, comme si ça avait été fait avec un objet en métal. Et ces attaques furent imputées à un vampire.
ou au culte, ou à un culte satanique d'ailleurs, puisqu'il y avait eu une enquête des policiers qui croyaient que toutes ces sauvageries avaient été le fait de cultes sataniques, et ça a été mis de côté parce que dans nombreux endroits de l'île, il y a eu d'autres attaques de ce chupacabra. Oui, donc en 94, hein, c'est ça, Laurent. Ça, c'était le premier cas recelé qui a été vanté dans les journaux à Porto Rico. C'était en 75, celui-ci. Ah d'accord, 75, donc oui. 75. Et c'est vrai que là encore, là pour le coup, dans ce premier cas évoqué, hein, que tu nous évoques, Laurent, ici, c'est vrai que là, quand même, franchement, je dirais un aspect plus ou moins mystérieux par rapport au procédé, puisque tu nous dis que, je veux dire, c'était des chèvres ou de la volaille, je crois, des poules, non? C'est pas vraiment précisé, mais les premiers cas font appel à des moutons pour les plus gros. D'accord. Oui, donc je vois une correspondance assez évidente là encore, pour le coup. C'est-à-dire dans l'article que j'ai écrit sur la créature de Brocéliande, hein, donc le fameux hybride français pour le coup. Hein, et c'est vrai que dans mon article, j'avais cité un cas de la forêt de Grande-Lande, en Vendée d'ailleurs, dans le département vendéen, et dans le 85. Et c'est vrai que j'avais cité aussi aux alentours de l'année 96 une trentaine de cas, je dirais, de cerfs qui avaient été vidés de leur sang, plus ou moins un peu dans le même procédé, puisque on avait retrouvé deux trous, mais tous les cerfs, c'est-à-dire les 30 cerfs avaient été retrouvés morts, vidés de leur sang, étalés sur un an et demi, hein, pardon, pas d'un seul coup. Hein. Et donc vidés de leur sang avec 2 trous au niveau de la nuque, exactement comme tu viens de le dire ici dans ce premier cas de chupacabra, Laurent. Étonnant. C'est étonnant. Et à la fois, on peut se demander s'il n'y a pas un rapprochement à faire entre la créature de Brocéliande que tu viens de citer et le chupacabra. Ils sont peut-être cousins tous les deux. Pourquoi pas finalement, on a le droit de le penser. C'est vrai, c'est pas faux. Et finalement, comme en ce moment, je peux le dire aux auditeurs qui nous écoutent, je suis en train de réaliser, comme tu le sais toi aussi, je dirais une série d'émissions basées sur mes enquêtes personnelles, dont évidemment la première est le sujet le plus important, c'est-à-dire ce fameux hybride qui a été largué d'un objet luminescent et d'une sphère luminescente, donc d'un ovni. Et c'est vrai que c'est quelque chose, vous le verrez plus tard, d'assez extraordinaire et en même temps d'assez troublant, puisque là, apparemment, nous avons affaire, selon bon nombre d'experts auxquels j'ai fait appel dans cette enquête, à une réelle créature hybride. C'est vrai, Laurent. Tu l'as dit, on peut faire un grand rapprochement entre les deux créatures. Et tu viens de l'évoquer à l'instant, tous ces phénomènes, juste avant l'apparition de la bête de Brocéliande ou du chupacabra, il y a un phénomène ovni voisin. Donc, Laurent, toujours dans ton exposé sur le fameux chupacabra, tu as un deuxième cas à nous citer aussi troublant, voire plus troublant, je crois. Ouais, un peu plus troublant et un peu plus dramatique, hein, puisque ça se rapporte à un cas d'animal domestique cette fois-ci. Le chupacabra s'est fait rare pendant une vingtaine d'années. À savoir pourquoi. Est-ce qu'il a subi d'autres modifications génétiques pour le rendre, on ne peut pas dire plus agressif, mais c'est le cas. En 95, où des mutilations connurent à nouveau une forte augmentation, 8 moutons furent d'abord trouvés morts, vidés de leur sang et viscérés, mais cette fois-ci, les morsures n'ont pas eu lieu sur la partie du cou, mais plutôt sur la poitrine. Et puis, quelques mois plus tard, d'autres attaques, pas moins de 150 selon les témoins, furent répertoriés sur un bétail ou des animaux domestiques. Donc le chupacabra s'est quand même rapproché de la civilisation pour attaquer des animaux domestiques, ce qui est une chose qui est même relativement atroce et dramatique. Évidemment, Laurent, et c'est vrai que tu as raison de le souligner ici, c'est une chose incroyable. Donc, en 75, le chupacabra, je dirais, attaquait des animaux plus ou moins sauvages, hein, dans les descriptions de témoignages, hein, pour ne pas tous les relever ici, évidemment, hein, puisque tu as fait un parallèle de 75 à l'année que tu viens de nous dire à l'instant, excuse-moi, en 95. Et donc, et là, donc du coup, on passe vraiment dans un laps de temps, assez court, à des attaques sur des animaux là domestiques là encore. C'est comme si le chupacabra qui, comme on le connaissait dans ces années 75 jusqu'à 92, s'attaquait à un bétail qui n'était pas gardé, qui était dans des prairies, dans des prés, ou des animaux sauvages. Là, le chupacabra s'est rapproché de la civilisation et a attaqué des animaux domestiques, des chiens, des chats, pour la plupart des cas. Oui, donc toujours avec le même procédé, c'est-à-dire il les a encore vidés là aussi encore de leur sang. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de discrimination entre un animal domestique et un animal sauvage. Hein. Il fait pas la différence, le chupacabra. Il vampirise tous ces animaux qu'il attaque. Exactement, oui.
Il y a un troisième cas aussi que l'on peut citer, José. En janvier 96, trois jeunes filles de Virgania au Brésil affirment avoir observé une créature similaire au chupacabra extraterrestre. Alors, extraterrestre toujours parce qu'il fait aussi référence aux ovnis. N'oubliez pas, on en a parlé, le chupacabra est aperçu juste après des observations d'ovnis. Donc, elles décrivent ces jeunes filles comme un humanoïde bipède de taille à peu près 1m70, 1m60, pourvu d'une grosse tête, un corps malingre, hein, assez svelte, assez athlétique, avec des yeux rouges et une peau très brune, voire noire, et du poil dru. La créature dégageait également une très forte odeur désagréable. Alors, la plupart du temps, les gens affirment avoir une odeur de soufre quand ils sont proches d'un chupacabra, ou alors des restes d'un pauvre animal qui vient d'être mutilé. Ces observations ont été précédées d'un signalement d'OVNI à chaque fois dans une région où elle a conduit certaines personnes à penser que le chupacabra n'était pas d'origine terrestre, au pire, une malformation génétique ou une hybride, et peut-être même, allons voir, un extraterrestre. Oui, et là, c'est vrai que c'est super parce que tu viens de citer un cas en ufologie classique pour le coup, ce qu'on appelle d'ailleurs aussi en tant qu'ufologue le Roswell brésilien, hein, exactement, hein, Laurent. Et c'est vrai que ces trois filles, donc j'ai étudié un petit peu aussi ce cas personnellement, et alors j'y vois deux rapports assez évidents, et tu viens de le souligner, mais je vais essayer de développer un peu aussi de mon côté, Laurent, si je t'en permets. Et c'est vrai que finalement, donc premier cas évident par rapport à la créature brocéliande, donc l'hybride, c'est que Yanis, alors là toujours non facultatif pour préserver l'anonymat du hein, évidente hein, pour le coup, eh bien nous dit être revenu avec deux de ses amis au cours de cette soirée effective, et là on y apprend une forte odeur de soufre, d'œuf pourri, et c'est vrai que c'est quelque chose de récurrent en ufologie ça. Hein, Laurent, honnêtement. Et dans un deuxième cas de figure, sans parler de la créature brocéliande, pardon, mais donc Varginha au Brésil, donc un cas qui avait été fortement étudié par feu Roger Calir, d'ailleurs spécialiste des implants et non éthériques, cela pour le coup bien réel. Et c'est vrai que finalement, là tu y fais un rapprochement assez troublant, puisque par contre, il n'avait pas le côté vampirique, je crois, hein, du côté de Varginha. Il n'y a pas eu de réelle absorption de sang. Mais par contre, on y a appris, que il y a, je crois, un militaire ou un pompier qui est venu sur place et qui va observer cette créature, l'avait touché et je crois il est décédé dans les heures ou dans les jours qui ont suivi, Laurent. C'est ça aussi, hein. Il est décédé d'une maladie que l'on peut communément appeler un cancer foudroyant. Hein. C'est ça, oui, exactement. Hein. Donc, vraiment des choses complètement étonnantes et qui nous dépassent finalement quelque part, mais un lien évident, tout à fait, Laurent. Un lien évident entre les ovnis, la manipulation génétique et cette odeur de soufre qui revient sans arrêt, comme tu l'as dit, José. Les gens qui ont, dans ces pays-là, hein, à Porto Rico, en Amérique latine, dès que les personnes se baladent en forêt, et pas en ville, parce que le chupacabra, même si on l'a vu, s'attaque maintenant, on va dire, entre guillemets, à des animaux domestiques, les gens, quand ils sont dans la forêt et qu'ils sentent une odeur de soufre là-bas, eh bien, ils ne sont pas rassurés. Donc, Laurent, toujours dans le chupacabra, évidemment. Est-ce que c'est uniquement concentré en Amérique latine, pour le coup, là, dans tes témoignages? Non, pas qu'en Amérique latine. En 2004, près de la ville de San Antonio, au Texas, une créature similaire à un chien entièrement glabre a été retrouvée. Et cette créature avait aussi attaqué du bétail. L'animal fut connu par la suite sous le nom de la bête d'Emmeldorf. C'est aussi un folklore. Donc, d'après des analyses ADN qui ont révélé cependant que la créature était en réalité un coyote. Alors là, entre guillemets, bien entendu, c'est un laboratoire, on va dire, mainstream qui a décidé que cette créature était ni plus ni moins qu'un coyote atteint d'une maladie. D'accord, oui. Une maladie assez spéciale, je dirais, pas commune aux coyotes pour le coup, c'est ça, hein. Qui était une première, oui. D'ailleurs, c'est un cas là que tu viens de citer, personnellement, que je ne connaissais pas, franchement. Non. Oui, un cas qui s'est révélé surprenant aux États-Unis. C'est la première fois en 2004 que sur le sol américain, on peut signaler une attaque de chupacabra. Oui, donc le tout premier aux États-Unis pour le coup. Hein. Le tout premier, oui. D'accord. Donc il y en a eu d'autres, je crois, juste à suivre aux États-Unis, toujours dans le mode coyote. En 2007, les habitants de la ville de Cuero, au Texas, toujours trouvèrent 3 cadavres d'animaux étranges qu'ils prirent en photo et dont ils conservèrent une tête qu'ils mirent dans un réfrigérateur, tout de même.
L'une des personnes témoigna qu'une trentaine de poulets de sa ferme avaient été égorgés et éviscérés à la manière du chupacabra. D'ailleurs, pendant une période d'un an. Et c'est des gens qui eux-mêmes avaient fait des recherches sur Internet. Ils ne comprenaient pas la raison pour laquelle leur poulet avait été égorgé et éviscéré comme ça. Et ils se sont rendus compte qu'en Amérique latine, le folklore du chupacabra apparaissait. Ils ont fait le rapprochement. Étonnant, et encore plus étonnant, et on en rit, mais c'est vrai que c'est pas rigolo, mais je veux dire, donc là, dans les deux cas que tu viens de nous citer aux États-Unis, apparemment, on peut tuer un chupacabra, alors, parce que si on ne prend pas l'hypothèse mainstream, comme tu viens de le dire, du labo, qui nous dit que c'était un coyote, après tout, qu'est-ce qui nous le prouve, hein? On est bien d'accord. Donc, c'est quand même, à la différence, je dirais, là encore, d'un extraterrestre, enfin, d'une entité extraterrestre, entre guillemets, toujours, hein, et donc quelque chose que là on peut tuer finalement quelque part. C'est une bestiole mortelle, si je puis dire. C'est un animal que l'on peut blesser et tuer. Mais le problème dans tous ces cas-là, je pense que ça nous arriverait à nous, peut-être pas, puisqu'on se méfierait de ces laboratoires. Les gens font appel à des laboratoires qui ont pignon sur rue, et là, les anomalies commencent. Effectivement, perte des données, perte des analyses, ou alors rapprochement est fait avec une maladie quelconque, des coyotes, un chien errant, ce genre de choses. Mais surtout pas, bien entendu, le mystère et le folklore du chupacabra ne ressurgit. Oui, évidemment, c'est vrai que fameuse omerta, d'ailleurs, que ce soit pour le chupacabra ou bien d'autres, hein, effectivement. Alors, quelques témoignages aussi atypiques ont été rapportés à proximité de Perth, en Australie aussi, où des gens affirment avoir entendu des cris semblables à ceux d'un cochon, et ils se sont rendus compte que du bétail a été mutilé. Donc, ils décrivent une bestiole qui sauterait comme un kangourou, qui aurait des ailes comme une chauve-souris. En Russie, une créature similaire aussi aurait été trouvée, qui aurait tué une soixantaine de moutons et de dindes durant le printemps 2005. Aux Philippines, également, le chupacabra est assimilé à un chien supposé avoir tué 8 poulets de janvier 2007 à janvier 2008. Oui, donc là, une recrudescence du chupacabra, je dirais mondiale là pour le coup. Là, il a dépassé les frontières et c'est exponentiel pour le coup. C'est ce que tu nous dis, Laurent. Là. Et on en a retrouvé des cas similaires au Portugal, au Pérou, au Brésil, aux USA, au Panama. En France, pas encore. Qui sait, peut-être que le chupacabra fera son apparition. Ou peut-être l'a-t-il fait sous la forme de la bête de Brocéliande. Eh bien, là, c'est une question qui reste encore un peu mystérieuse pour le coup, mais bon, j'essaierai d'y apporter quelques réponses modestes de ma part. Donc, Laurent, je dirais, dans tous ces folklores qui appartiennent notamment au Chupacabra, donc, comme tu viens de nous le démontrer ici, je dirais quelque chose avec une ampleur, pour le coup, depuis 1975 internationale, avec tout ce qu'on sait maintenant, c'est-à-dire au début, il attaquait les animaux sauvages. Après, il a attaqué les animaux domestiques. Et après, il ne s'est pas contenté de rester sur Puerto Rico. Et il a été plus loin, c'est vrai. Et donc, il y a pas mal d'hypothèses à ce sujet. Et toi, personnellement, tu en penses quoi, là? En as-tu une ou plusieurs à nous proposer, finalement? J'ai plusieurs hypothèses à vous proposer. Alors, un grand nombre d'hypothèses qui ont été avancées pour expliquer la nature du chupacabra, tant par les sceptiques que par les défenseurs de son existence. Le chupacabra, ça serait quoi? Une créature extraterrestre? Cette hypothèse, elle s'appuie, bien entendu, par rapport à la correspondance de certaines de ces manifestations et des observations d'OVNI. Des ufologues ont même avancé que les chupacabras seraient peut-être les animaux domestiques des petits gris. Oui, une espèce de. J'ai déjà entendu, c'est vrai, Laurent, excuse-moi de te couper. De chien de garde, de chien plus ou moins d'attaque dans un but évidemment bien précis, pour le coup. Absolument. Et qu'ils se seraient échappés ou libérés de vaisseaux de leurs fameux maîtres, les petits gris, alors que ceux-ci exploreraient la Terre en toute sécurité. Ou alors que les chupacabras assistaient les petits gris dans les prélèvements d'organes sur le bétail. Peut-être bien. C'est peut-être l'animal, la créature qui prélève les organes et les apporte à leur maître, finalement. Oui, le même procédé qu'on évoquait plus tôt, et ce que je pense d'ailleurs fortement comme toi, Laurent, c'est-à-dire le même procédé qu'une mutilation de bétail, je dirais, bon pour le coup encore classique, c'est-à-dire une bête récupérée, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, puisque comme je l'avais dit avant, ou comme tu pourrais le dire, ou d'autres l'ont dit avant nous, c'est-à-dire, mais par contre, tout y passe, hein, on est bien d'accord, hein, Laurent, c'est-à-dire, je veux dire, il peut attaquer le poulailler, il attaque le clapier avec les lapins, il attaque les vaches, il attaque les chevaux, les moutons.
C'est-à-dire, il fait pas de distinction là pour le coup. Hein. Non, 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 le C'est vrai. chupacabra, il fait pas de distinction. Quand il est lâché dans un périmètre, le chupacabra, il s'en prend aux animaux qui sont dans ce périmètre. Ça peut être des animaux sauvages, des animaux domestiques ou des animaux de ferme. Oui, Effectivement. et il y a quelque chose aussi que tu n'as pas souligné, mais je pense que tu vas le dire ici, c'est que le chupacabra n'est pas toujours aperçu seul non plus. Il peut être aussi en meute apparemment. Le chupacabra peut être en meute, il peut attaquer à la méthode de Vélociraptor, m'a-t-on rapporté. Donc, une intelligence certaine. Oui, un procédé du Moyen Âge d'attaque pour le coup, hein, une technique, Ah une oui. technicité. Oui, c'est Ah étonnant. oui. Hein. C'est étonnant. C'est vrai que c'est extrêmement étonnant. Et donc, évidemment que dans les cas que tu nous as exposés, qui sont assez, je dirais, là, sérieux pour le coup, mais et assez explicites, il est vrai aussi que dans tes recherches, Laurent, tu n'as pas pu trouver beaucoup de témoignages justement par le fait que il règne une omerta évidente, c'est-à-dire que les gens, comme pour l'observation d'un ovni finalement, gardent ça pour eux et ne veulent pas le montrer et le dire aux gens pour passer pour des imbéciles finalement. C'est ça, Laurent. Ben oui, la plupart du temps, quand les gens sont en présence de mutilations de bétail inexpliquées, et surtout dans le folklore sud-américain, quand les gens savent, entre guillemets, que ça peut être le crime d'un chupacabra, ils font appel aux autorités, et bien trop souvent, dans de nombreux cas en ufologie, c'est le cas, tu es bien placé pour le savoir, José, les autorités ne le prennent pas au sérieux. Et les gens dans ces villages-là, ensuite, sont montrés du doigt, et donc, elles sont victimes de cette omerta. Oui, et Oui. c'est vrai que, bon, personnellement, je n'ai jamais vu de Chupacabra, je pense que toi non plus, Laurent, mais c'est Non. vrai que finalement, bon, nous, on a un petit peu, je dirais, entre guillemets, toujours encore, là encore, de la partie, pour le coup, parce qu'on s'y intéresse, hein, mais j'imagine le citoyen lambda qui a affaire à ce genre de phénomène, de cette expérience visuelle, hein, notamment, hein, et je dirais quand même assez dramatique, puisque je souligne quand même, et je dénote ici avec toi, Laurent, hein, je me permets, c'est-à-dire, tout, il y a quand même il y a quelque chose de catastrophique. On tue quand même des animaux, quand même, là. À notre insu, c'est-à-dire. Hein. Vraiment. C'est comme le phénomène du loup qui est bien connu en Europe et en France, où c'est une bête qui est identifiable. Là, c'est un animal qui tue de sang-froid, mais c'est un animal inexplicable. C'est un animal qui fait partie du folklore et qui est assez relativement terrifiant d'après les témoignages. Oui, Mais qui n'en effectivement. Oui. s'est pas pris encore à l'être humain. Peut-être que la prochaine victime d'un chupacabra, dans quelques années, sera un être humain. On ne le souhaite certainement pas, mais on va dire que son champ d'investigation, son champ meurtrier, s'élargit au fil des années. D'accord, oui. Alors, est-ce que tu relèves vraiment quelque chose j'allais dire, de dangereux pour l'humanité, pour le coup. Hein, puisque, heureusement, comme tu viens de le dire, Laurent, heureusement que le chupacabra, j'allais dire, ne dévore que des créatures et pas des humains. Après, on a le droit de se poser la question, et tu le dis, c'est vrai que finalement, qu'est-ce qu'on en sait? Puisqu'on n'a eu aucun témoignage qui nous l'a rapporté. Il est peut-être possible que, comme tu laisses sous-entendre ici, des humains ont peut-être donc attaqué, ça c'est sûr, tu nous l'as démontré, des humains ont été attaqués par ce genre de créatures. Mais alors là, de là à les vider de leur sang, apparemment, non, hein, c'est ça, Laurent, dans tes recherches. Non, 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 non. Les humains sont souvent défendus leur bétail. Certains témoignages montrent que des individus ont réussi à couper des membres du chupacabra. Ces membres ont inexplicablement disparu quand ces gens-là ont fait appel aux autorités. Mais soyons-en sûrs, il n'y a eu encore aucun cas d'attaque entre le chupacabra et un humain. D'accord. Ce qui est totalement, je dirais, pourtant, le phénomène ovni évident avec le chupacabra, évident là encore. Et c'est vrai que une manière de procéder par rapport aux exomutilations, donc toujours mutilation de bétail, évidente hein, pour le coup. On l'a dit, on le redit, parce que c'est important de le dire pour les chercheurs aussi ça. C'est Oui. extrêmement important. Et c'est vrai que par contre, du coup, aucune relation avec, je dirais, l'abduction classique meurtrière, parce que il y en a, Non, voilà. Il pas faut quand même d'abduction. voilà, il faut quand même que les gens comprennent ici que le phénomène d'abduction, donc d'enlèvement, hein, contre le gré des humains, hein, toujours est-il. Hein, d'ailleurs, certains assimilent ça à un viol, c'est vrai, ces gens qui ont subi des raids d'abduction ont des traumatismes sévères tout au long de leur vie, hein, irréversibles hein, d'ailleurs, hein, Laurent. Irréversible, oui. C'est vrai. Donc, le chupacabra, pour le moment, n'est pas à mettre en relation avec des abductions. Il s'en prend aux animaux, ce qui est déjà assez atroce hein, dans la mesure. Bien sûr.
Donc c'est un être aussi, donc on l'a dit, qui pourrait être paranormal, extraterrestre, mais aussi beaucoup de gens pensent que c'est un être hybride, issu d'une manipulation génétique effectuée par des agences, évidemment, qui sont sur le couvert du secret. D'accord. Donc toi, tu vois là, sans faire vraiment de, j'allais dire, on ne fait pas de, comment qu'on pourrait appeler ça? Je veux dire, on n'est pas des illuminés. Quand tu le dis, je te connais personnellement, tu n'es pas une personne illuminée. Tu as travaillé sur ce sujet d'ailleurs qui te tient à cœur, qui fait partie d'un des sujets de tes sujets de prédilection, hein, Laurent. Voilà. Et c'est vrai que donc tu n'es pas dans la théorie du complot, c'est-à-dire, mais tu laisses quand même sous-entendre une corrélation évidente entre l'armée de l'ombre, c'est-à-dire des humains bien réels, ceci, avec Oui. une relation aussi extraterrestre. C'est ce que tu laisses sous-entendre, Laurent. C'est comme s'il y avait, José, une corrélation entre des membres d'un gouvernement, militaire ou pas, ou parascientifique, et des relations extraterrestres, cet être hybride que les gens témoignent à la manière d'un chien, qui se déplace comme un kangourou, qui, comme l'homme papillon, aurait des ailes et se déplacerait comme une chauve-souris. Donc, on peut envisager une manipulation génétique. On peut l'envisager, oui. Oui, on peut. Alors donc, on peut aussi envisager que il est peut-être que c'est une création. Tu la sous-entends toujours encore, hein, que c'est peut-être des humains qui l'ont fait, comme des entités extraterrestres pour le coup. Hein. C'est ça. Hein. Oui. Donc, tu es entre les deux, je dirais, mais tu ne peux pas prendre plus parti pris d'un autre côté que d'un autre. Hein. C'est ça, Laurent. Non, les deux théories sont plus que valables et plus que probables. Bien sûr. Voilà. Donc, je te remercie d'avoir participé à cette émission, donc à cette porte ouverte qui t'a été dédiée, Laurent. C'est moi qui te remercie, José, de m'avoir invité. Écoute, je te remercie. Et si tu as d'autres, je dirais, d'autres travaux en ufologie, et pas que d'ailleurs, puisqu'une porte ouverte est dédiée notamment sur des projets et des expériences et des travaux de recherche diverses et variés, cher ami. Donc, avec plaisir. Voilà, donc je prends note et je te dis à très très bientôt pour une prochaine porte ouverte, Laurent. Merci. À très bientôt, José. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.